Est-ce qu'on roule? Quoi? Est-ce qu'on roule? Je regarde Marc, il n'a pas l'air prêt à rouler. Toi, en train de régler un dernier dossier, là. Commencez à rouler, je vous rattrape. Marc a mis sa chemise Donc, aujourd'hui. tu vas partir de la ligne des puits, toi, c'est ça? Oui. Oui, j'ai choisi de m'habiller chic parce que je Ben trouvais oui. là, que ça manquait de décorum, votre affaire. Là. Ben, C'est malgré le gars qui que- est toujours en T-shirt. Ben oui. Puis regarde, t'as déteint sur moi, c'est moi maintenant qui suis toujours en T-shirt. On pense... Moi, il y a des gens qui croyaient, je pense, que, que je dormais en cravate la nuit, là, tu sais, là. Mais j'avoue que j'en faisais partie. J'avoue que la première fois que je t'ai vu en T-shirt, j'ai eu un choc. Un beau choc, j'espère. Oui, un beau choc. Ah, mais- merci, merci. Je dis à tout le monde que ne serait-ce que pour voir Pierrot dans T-shirt, c'est vrai que c'est ma phrase en plus. Vous devez regarder. Ah, bon, ben OK, tu vois, il y a une valeur ajoutée Ben à oui. notre ma parole. On vous souhaite la bienvenue. Et on a, je pense, une discussion qui elle sera intéressante. On en est convaincus et on Tu l'espère. nous mets de la pression. On l'espère. Mais je pense qu'il nous touche tous les trois de façon différente. Toi comme athlète, toi dans ton métier, Andréane, moi aussi dans le mien, mais Oui. aussi comme observateur du sport. On veut parler des étiquettes. Ah, Et on ne parle pas de l'étiquette du comportement, on parle des étiquettes que l'on donne aux athlètes. c'est pour ça que j'ai mis ma chemise. C'est pour ça qu'on parlait d'étiquette aujourd'hui. Non, mais je peux te montrer mon étiquette Oui. ici. On a tendance, et c'est tout à fait normal, d'étiqueter des athlètes. Ça, autant sur une base individuelle que sur une base d'équipe. Mais je voulais particulièrement aborder la discussion sur le hockey. Des joueurs qu'on dit, étiquette Ligue américaine. Ou, au contraire, étiquette étoile ou future étoile, encore plus. Puis je pense qu'on peut décliner plusieurs réflexions intéressantes à partir de ça. Marc, tu as été un choix de première ronde. Oui. Étiqueté première ronde, certains voyaient en moi le futur de Patrick Roy au Colorado. Meilleur gardien de but au monde, au championnat du monde junior. Je le dis, puis vous le savez, là, je ne suis pas genre de péter les bretelles, c'était le titre qui m'était accolé, mais la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas fait face à une certaine adversité, comment peut-on être capable de véritablement identifier, caractériser un joueur, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il va devenir? Moi, je trouve que, évidemment, c'est le travail des recruteurs de faire de la projection, mais très souvent, on va coller une étiquette, positif ou négatif, à tort, plus souvent qu'à raison, trop tôt. Alors que l'observation en tant que telle, et c'est clair que l'historique va toujours jouer dans ce qu'un athlète peut devenir. Quelqu'un qui gagne toute sa vie risque de gagner encore un petit bout. Quelqu'un qui a connu du succès, le succès engendre le succès. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi le moment présent qui est à vivre. Et ça, je trouve, et dès un très jeune âge, on appose des étiquettes dont il est beaucoup plus difficile pour un athlète de se débarrasser que pour une personne bien pensante à apposer. Alors là, c'est mon côté philosophique. Là. Non, mais c'est c'est très intéressant. Et ça commence dès qu'on atteint l'élite. Et on n'atteint pas l'élite à 18-19 ans. On est étiqueté déjà élite, quoi? Beaucoup trop jeune, parfois, à puis peine oui. 10-11 ans. Bon. Ouais. Le tournoi Pee-Wee de Québec, on en a vu plein, des étoiles. Je pense à ce tournoi-là parce qu'à peu près tout le monde le connaît. Puis on oublie des fois que les marches sont vraiment hautes entre les différents paliers. Hey, on parle du Pee-Wee. Ouais. Après ça, dans le junior majeur. Puis du junior majeur, je vais dire aux professionnels, Ligue américaine, s'il faut que tu passes par là. Mais sinon, du junior directement à la LNH. C'est un privilège d'être un choix de première ronde, on le sait. Puis c'est une belle étiquette à porter. Ben oui. Mais je la trouve pesante. À chaque camp d'entraînement qui commence, les étiquettes sortent tout de suite, hein, Pierre? Absolument. Lui, c'est un choix de première ronde. C'est-tu cette année qu'il va faire le club? On s'attend à ça. Il n'a pas été aussi bon qu'on pensait. C'est-tu parce qu'il est trop stressé? C'est-tu parce que ci, c'est parce que ça? Puis l'autre, c'est comme, lui, il va peut-être se valoir un rappel. Alors qu'on est toujours deux d'un camp d'entraînement. C'est comme ça chaque année, c'est fou. Oui, c'est fou, quelque part. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour ceux qui ont l'étiquette premier choix, future étoile, on peut parler de pression. Enfin, de pression positive, oui, mais on peut parler de pression négative et peut-être même parfois trop lourde pour là où l'athlète en est dans sa vie, pas seulement professionnelle, mais dans sa vie personnelle. Mais moi, il y a l'envers de la médaille qui m'a toujours fasciné parce que ça fait quand même plusieurs saisons qu'on décrit les matchs préparatoires du Canadien. C'est l'étiquette inverse. Celui qui arrive au camp et dont on dit qu'il sait déjà qu'il vient participer au camp, mais qu'il ne sera pas de la formation. Les fameux du Canadien. numéros élevés sur les gilets. Ouais, Ça, Marc, exactement. tu en as déjà parlé. Ouais. Et là, je parle De particulièrement... 80-90. Oui. Pas de chance. Ah, Mais on parle particulièrement Oublie ça. de ceux qui ont l'âge un peu plus avancé, C'est vrai. parce que tu peux avoir un gros numéro parce que tu as 19 ans puis tu as 20 ans, puis tu peux avoir espoir. Mais il y en a, Marc et Andréane, qui n'ont pas d'espoir. Et moi, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui entoure ces athlètes-là. Résilience, Ouais. déception, frustration.
comment fait-on pour s'y accrocher? Comment fait-on pour vouloir continuer année après année, alors que ce qui nous a amené là était un rêve beaucoup plus grand que ça? Oui, bien, j'aimerais ça qu'on jase d'un phénomène puis qui est très difficile à accepter parfois pour les jeunes athlètes, là, c'est le phénomène de l'entonnoir. Tu viens de parler de résilience. Moi, j'ajouterais le niveau de motivation selon le niveau où tu es assigné, où tu vas jouer. Il y a des joueurs qui ne perdront jamais la motivation, même s'ils doivent passer par la ECHL avant de monter dans la Ligue américaine, avant de jouer quelques matchs dans la Ligue nationale de hockey et de faire une carrière en Europe, dans les rangs mineurs, alors que ce n'est pas le rêve ultime, vont garder cette motivation-là. Alors qu'il y en a d'autres qui n'ont qu'un but. Alors, c'est différent, qui n'ont qu'un but et qui sont démotivés au premier match dans la Ligue américaine de hockey et à différentes étapes de la vie aussi. Et c'est ça le phénomène entonnoir. C'est pour ça qu'il en reste beaucoup moins par la suite, qui ont cette résilience de pouvoir passer à travers les étapes et éventuellement de se rendre au niveau le plus élevé. Quel est le facteur principal qui te la donne, cette motivation-là? Est-ce que c'est parce que tu ne te vois pas faire autre chose? Le plaisir pur? Tu sais, on dit souvent, il faut avoir du plaisir de ne pas jouer au hockey pour faire son sport. Est-ce que c'est parce que on n'a pas d'autres choix, d'autres solutions? Vous ne trouvez pas que c'est quand même assez fascinant? Il y a des joueurs qui ont fait carrière exclusivement. Les Mitch Lamoureux de ce monde et les Bruce Boudreau et compagnie. J'ai joué avec Mitch à Hershey. On l'a sorti de sa retraite pour qu'il revienne dans la Ligue américaine à Hershey. Mais je pense que c'est une question de caractère de la personne aussi. Hein? Parce que quand tu parles de joueurs là, qui ont un long parcours, moi, je pense tout de suite à Yannick Gourde pour l'avoir connu dans le junior. Ça a été long, lui. Là. Ça a été vraiment long. Jamais dans sa vie, il a été repêché. Lui, l'étiquette de première ronde, là, il n'a jamais même passé proche de l'avoir. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde voudrait l'avoir sur son équipe. Mais Yannick, c'est un gars qui a énormément de caractère. Mais je pense qu'il n'avait pas le choix. Il le savait. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Tu parles de la résilience. Ça prend de l'entêtement aussi. Faut que tu sois un peu effronté pour dire, moi, je vais battre tous les pronostics, là, tous les dépisteurs qui m'ont pas vu. Je vais passer par-dessus ça. Puis à l'inverse, il y a les choix de première ronde qui sont arrivés parce qu'ils sont en première ronde. Combien on en a vu qui disent, moi, je suis un choix de première ronde. Puis là, il arrive en haut. Puis là, on se dit, OK, mais là, faut falloir que tu passes à une étape de plus, là, parce que tu ne fais que commencer. C'est vraiment une question de caractère puis d'attitude face à ta carrière, face à ton cheminement professionnel, mais aussi personnel. Ceci dit, il y en a qui voient plus loin. Moi, j'avais été fasciné par une entrevue que m'avait donnée Claude Julien. Parce que Claude Julien, lui, avec les Nordiques, par exemple, il était même pas 6e défenseur, c'était 7e, 8e, même des fois 9e, comme il se plaisait à le dire. Puis j'avais accepté depuis longtemps que je ferais la navette entre les Nordiques et le club école, peu importe où il était. Mais il a dit... J'ai su très tôt que je voulais absolument être entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a ce côté-là aussi. C'est une histoire un peu différente, vous allez me dire, mais peut-être pas si différente que ça. Il était convaincu d'être entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Il a dit, je vais profiter de mon statut de vétéran dans la Ligue américaine pour devenir un peu l'assistant-entraîneur, ce qu'il est devenu à un certain moment, même comme joueur. Je vais te faire un compliment, OK? Puis prends-le quand ça passe, parce que j'en fais pas souvent pas souvent à ma parole. J'ai peur, là. Ouais. Mais, puis, on n'est pas obligé de finir là-dessus, mais je pense que ça complète bien la discussion qu'on a. Moi, il y a un facteur que je connais qui permet d'avoir cette résilience, de passer à travers les étapes. Puis je pense que c'est vrai dans la vie aussi, puis c'est pour ça que je vais te faire le compliment. Puis c'est celui-là, et c'est le seul que je connais, qui permet aussi d'abattre les étiquettes ou de se débarrasser de celui qu'on a pour en avoir un meilleur, c'est la passion. Et ça, tant que c'est là, tu sais... L'espoir, il est là. Parce que, évidemment, ça peut s'estomper pour une raison ou une autre. Fait que c'est le compliment que je te fais. Il y en aura plus, je t'avertis. OK, c'est gentil. René Le Cavalier appelait ça, lui, la faculté d'émerveillement. J'aime ça. Il faut la conserver. C'est si bien dit. Il ne faut pas être blasé, là. Mais pourquoi on s'attache au moule? Hein? C'est donc bien plate d'être dans le moule. C'est vrai. Cassons les moules. Oui. C'est beau, je vais remettre un T-shirt d'abord. Tu me donnes le goût d'en faire pour souper. Des moules? Des moules? Ah, on ne parlera pas de la même affaire, je pense. D'accord. On n'a pas commencé, mais on rit déjà. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça va être dans 25 minutes ou dans 30 minutes? Je suis content. Mais vraiment, la magie de notre balado, de notre web diffusion, de ma parole. Ma parole, c'est les invités en qualité et en diversité, je dirais. Ouais, c'est surtout pas nous autres, on va se le dire, là. Puis, c'est toi qui le dis, et puis en parlant de diversité, c'est encore plus vrai dans le cas de notre invité aujourd'hui, Adib Al-Khalidé. Bonjour. Salut. Salut, Adib. Salut, Adib.
Ça va tout le monde? Mais ça va super bien. On est content de te voir dans ton bureau. Tu as l'air d'avoir un bureau. Tu as l'air d'un avocat. Tu as l'air d'avoir un bureau d'avocat. Bravo pour ça. C'est juste des livres pas finis. C'est juste... C'est juste pour le décor. Mais rassure-nous, parce que je suis sur le bord de t'appeler professeur à Alcalidé, là. C'est pas les coquilles vides, là. Ce sont de véritables bouquins, là. C'est des vrais bouquins. OK, mais t'en as pas lu un seul. Bon, c'est correct. On comprend. Non, c'est notre bureau à mon épouse et moi, donc je comprendrai que la majorité, c'est à elle. Donc, vous partagez même le bureau. Et ça, c'est bien, ça. C'est incroyable, la COVID, ce que ça nous a permis. Ouais. Ça a été dur pour certains, mais d'autres ont trouvé le moyen de partager le bureau. Est-ce que c'est un de tes endroits de paix ou d'influence de ta créativité? C'est-tu un endroit où tu aimes te retrouver pour différentes raisons, Adib? Honnêtement, oui. Je passe beaucoup de temps ici. Autant, je dirais, c'est drôle, mais chaque moment de la journée a une fonction différente. Le matin, c'est vraiment la paperasse, là. C'est vraiment comme organiser la paperasse. Puis le soir, c'est l'écriture dans le bureau. Fait que c'est effectivement un endroit, je pense, je crois beaucoup justement à assigner des fonctions à des lieux, puis notre corps, puis notre esprit, il s'habitue, puis dès qu'il rentre, il est comme, il sait exactement ce qu'il a à faire, fait que c'est un endroit où j'aime bien passer du temps ici. Est-ce qu'il y a un endroit où ton cerveau, ton esprit réussit à arrêter parce qu'avec tous les projets que tu fais, est-ce que le hamster réussit finalement à s'asseoir dans sa roue plutôt que d'arrêter de courir dedans? C'est tellement une bonne question. Ça dépend. Attends, c'est pas la dernière. Il y en a plein de bonnes qui s'en viennent. Ben, moi, je vous dirais qu'un endroit où le hamster, il s'arrête vraiment, c'est au gym. J'ai découvert tard l'activité physique parce que toute ma vie, c'était juste les cours d'éducation physique à l'école. Ouais. Puis les cours d'éducation physique à l'école, autant ils ont des qualités, autant c'est pas nécessairement, en tout cas dans le système public, la porte d'entrée vers à quel point c'est magnifique. OK, fait que tu veux dire que tu fais pas de lutte gréco-romaine à toutes les semaines? Non, exact. T'es comme obligé de faire des affaires que t'as pas envie de faire, alors que c'est le seul moment de la journée où tout le monde veut juste comme bouger puis sortir son... Tu sais, des fois, je passe devant des cours d'école par hasard, puis j'entends les enfants comme commencent à gueuler, puis ça court, c'est un chaos tellement incessant. Puis là, je me dis, je pense pas qu'en vieillissant, cette énergie-là, elle disparaît. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis sûr qu'on a encore besoin de la sortir quelque part, puis la salle de sport où, là, avec le confinement, j'ai été obligé de changer un peu de routine, puis j'ai commencé à faire un peu de boxe, puis... c'est tellement le fun, là. Fait que moi, je te dirais que dans l'effort physique, il y a quelque chose où le hamster, il s'arrête complètement, puis je le recommande fortement aux gens. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec les humoristes? Mario Tessier nous disait à Adib aussi que lui aussi a commencé de la boxe. Préparez-vous un gala juste pour boxer, éventuellement. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose dans l'air là, où tout le monde veut essayer la boxe. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est un concours de circonstances et j'ai un gars qui a grandi dans mon quartier qui s'est ouvert un gym qui s'appelle Panda Boxing dans le Vieux-Port. Il m'a invité à aller voir. Ça, à peu près au même moment, les salles commençaient à fermer, mais les salles de sport pour le gym, on pouvait quand même y aller individuellement pour des cours individuels de 1 heure. Ouais. Fait que j'ai commencé à le pratiquer à ce moment-là comme alternative. Finalement, j'ai un sac dans mon sous-sol, puis la maison vibre. Adib, tu as touché à un point important, puis je pense que ma question va entrecroiser celle d'Andréane un peu. Tes nombreux projets. Moi, je trouve qu'il y a une conception peut-être erronée de ce qu'on fait dans la performance de divertissement. Et tu as parlé tantôt d'écriture que tu faisais principalement en soirée. C'est un peu comme nous. Des fois, les gens ont l'impression qu'on arrive à 7h25 au Centre Bell, que là, la télé s'allume, puis qu'on livre un match de télé en direct pendant 2h30. C'est quoi le pourcentage, évidemment très approximatif, du côté créatif, de l'écriture, de la préparation versus la performance? Que ce soit pour toi lors d'un film, une série à la télévision ou encore sur les planches. Qu'est-ce que tu dirais? Quelle proportion est-ce que ça prend à peu près?
C'est vraiment une bonne question. Je pourrais y répondre de 10 000 façons différentes. Mais c'est comme ça m'a envoyé dans, Dans plein de directions. Ah ouais, dans plein de directions, parce que c'est une question qui se décline sur plusieurs aspects de routine, en fait. Tu sais, c'est comme la routine. Moi, je pensais, quand j'ai commencé la vie d'artiste, là, je pensais que c'était un peu comme ce qu'on raconte dans les films ou la version magnifiée de l'artiste, mais je vais être super plate puis honnête avec vous, mais pour moi, ça ressemble à n'importe quel travail où les gens, ils s'appliquent puis ils doivent trouver une structure qui fonctionne pour que justement, quand tu arrives à la performance, ça soit pas... tu choques pas. Je sais que on va faire un anglicisme, là, mais pour ne pas te choquer rendu. Pour ne pas être dépassé par les événements. Ouais. Exactement, parce que Georges Saint-Pierre, il avait dit une fois, puis je comprends exactement, il avait dit, dans un combat, une fois, il dit qu'il avait un peu perdu contact avec la réalité, mais qu'il s'était tellement entraîné que tout sortait tout seul. Puis dans la performance scénique, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Tu peux par moments vivre des émotions ou traverser des épreuves dans la vie qui font en sorte que tu n'es peut-être pas autant là que tu sais que tu pourrais l'être, mais il y a une rigueur au travail. Moi, je suis vraiment un grand fan de prendre le métier d'artiste au sérieux, sans trop le prendre au sérieux. Pour moi, c'est un travail comme un autre. Puis ça se travaille comme... Le seul problème avec le métier d'artiste, c'est que tout est abstrait. Donc, tu sais pas qu'est-ce qui tient vraiment. Tu sais, comme si tu es un charpentier, tu le vois, là, tu sais, comme tout... La maison lève. La maison, c'est comme la maison, elle tient, OK? Il y a pas de problème. Mais quand tu es un artiste, c'est juste le temps qui va te dire si ce que tu as fait, ça tient ou ça tient pas. Et donc il y a toujours un côté extrêmement risqué. Tu sais jamais, mais tu te croises les doigts et tu te dis, selon ce que j'ai appris puis selon ce que j'ai ressenti, ça devrait se tenir à travers le temps puis à travers l'évolution de ma compréhension du métier. Donc il y a un côté sport d'élite. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui réussissent dans le milieu artistique, pas juste québécois, j'imagine, mais en tout cas, c'est ce que je connais, le milieu québécois, qui sont d'anciens athlètes, j'ose dire d'élite, là, parce qu'ils sont rendus loin dans leur domaine respectif. Puis c'est parce que ça demande ça. Il y a une rigueur qui est nécessaire à la vie d'artiste. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la vie d'artiste, mais qui tombent un peu dans le piège. On l'a tous fait, de se dire, c'est la folie, puis la fête tout le temps. C'est facile, ouais. Le glamour. Non, c'est vraiment pas comme ça, genre. Adib, entre le moment où ta création est terminée et le moment où tu livres ta performance sur scène, qui est ton banc d'essai? Est-ce que c'est ta conjointe? Est-ce que c'est des amis autour de toi? Non, moi, ma conjointe, je teste pas mes jokes sur elle, ça c'est pas une bonne idée. C'est la seule qui trouve pas drôle tant. On met un X là-dessus, OK. Non, elle est trop directe. C'est comme ça marche mal. J'ai besoin d'un public qui est plus souple. Plus facilement conquis. Ils sont plus facilement conquis. Les gens, surtout, tu sais, quand les gens ont payé pour rire, ils sont... C'est comme si, inconsciemment, je pense qu'ils attendent la moindre opportunité pour rire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mon épouse, elle s'en fout complètement. Mais moi, ce que je préfère par-dessus tout, puis des fois, j'essaie d'en débattre avec certains collègues. Je pense pas qu'on partage la même opinion là-dessus, mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un spectacle achevé qu'on va aller présenter au public, puis on va se promener avec. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la création du nouveau matériel. Puis ça se fait dans les clubs de comédie, les comedy clubs. C'est le rodage. C'est même, je dirais même avant le rodage. Parce que le rodage, c'est le moment où on commence à
être stable sur nos pattes. Et puis on se dit, OK, je suis stable, mais il me reste encore un peu de travail, de perfectionnement à faire. Avant le rodage, tu n'as rien, tu pars de zéro, donc c'est le chaos absolu. Il y a une panique qui est constante. Il y a comme une espèce d'état de j'y arriverai jamais. Puis moi, j'adore ça. Moi, c'est ça que je sais que ça peut sonner un peu fou, mais c'est ça que j'aime le plus parce que c'est dans ce moment-là où tu es en réel dialogue avec le public. Parce que le métier, moi, je pense, en tout cas pour l'humour, c'est beaucoup plus un métier où tu parles et puis là, tu entends ce que les gens, comment ils réagissent à tes mots. Et c'est dans la dynamique de cette interaction que le matériel que j'aime est créé. Je peux pas le créer sans eux parce que la majorité des humoristes vont vous le dire. La joke que t'aimes le plus, les gens s'en foutent. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. C'est toujours le truc où tu t'attendais pas du tout. Puis finalement, tu te laisses emporter un peu par le public. Et là, tu réalises des choses et tu découvres des choses, pas juste à ton sujet, mais justement sur les gens en général. Moi, je trouve que le métier de stand-up, c'est vraiment c'est un miracle de la démocratie. Et puis, je le prends très au sérieux. Je le dis dans mon spectacle. Je dis, les gens, ils pensent qu'ils viennent pour rire, mais rire, c'est le résultat de célébrer le miracle de la démocratie qui rend possible qu'un crétin comme moi puisse sacrifier sa vie pour dire des niaiseries. Plus ensemble. Es-tu en train de citer ton épouse? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, okay, je vais la rajouter, celle-là, Pierre. C'est bon. Adib, dans tout ce que tu fais, là, stand-up, tu écris, on t'a vu à la télé, on t'a vu au cinéma, tu fais de la musique. Est-ce qu'il y a un projet qui te challenge plus qu'un autre, qui t'amène, qui te sort de ta zone de confort, qui te demande plus? Ben, ouais, je pense qu'au centre de toutes ces choses qui ont été nommées, il y a moi. Tu sais, il y a comme l'individu. Je pense qu'on évolue à travers nos accomplissements, puis nos accomplissements nous forcent à découvrir des choses à propos de soi. Puis chaque défi vient avec son lot d'épreuves. Puis, tu sais, je pense vraiment que, tu sais, je vous entendais aussi parler avant d'arriver en ondes. Tu sais, on parle de tout le processus que va traverser, mettons, un athlète d'élite ou tu sais, se rendre dans percer dans le milieu artistique québécois, c'est pas la chose la plus simple au monde. Puis une fois que tu es arrivé, tu réalises justement qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire parce que je pense qu'il y a comme les gens, ils sont motivés par l'idée de réussir et d'arriver quelque part. Tu sais, quand on est jeune, on nous vend beaucoup cette idée-là que si tu deviens quelque chose, tu vas être heureux. Et malheureusement, c'est pas la réalité. Tu sais, même aujourd'hui, avec ce qui arrive avec... je me compare pas à lui, mais je fais juste dire, je vois des gens qui comprennent pas qu'un gars comme Carey Price peut avoir des problèmes. Ouais. Moi, je pense que c'est la même chose dans la vie. C'est que tu arrives quelque part, et puis là, c'est une nouvelle facette de tes épreuves qui se dévoile à toi. Et je pense que ça n'arrête jamais. Et le bonheur est d'accepter qu'il y a un travail à faire qui est continuel sur des défis et des épreuves qui nous sont un peu offerts par la vie. On peut les voir comme des malédictions, on peut les voir comme des cadeaux. Ça dépend où est-ce qu'on est, à quel stade de notre existence on est. Mais dans mon métier, moi, quand je fais un truc et que je suis complètement terrorisé, les gens, ils savent pas que je suis complètement terrorisé. Ils savent pas que dans ma tête, je traverse un moment où je me dis, mais tout peut finir, tu sais. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est totalement ça. C'est quand il y a quelque chose dans ta tête qui dit, mais tout ce que tu as construit, ça peut se terminer. Ça peut parce qu'il y a des fortes... Parce que tu sais jamais ce que tu as fait, si c'est une bonne chose ou pas, tu sais. Mais tu y vas pareil et tu apprends sur toi. Puis une fois que tu as appris sur toi, moi, je pense, plus tu apprends sur toi, plus que tu comprends que chaque être humain que tu rencontres sur ta vie, sur ta route, dans ta vie, il traverse la même chose que toi.
mais peut-être pas au même stade que toi. Ouais. Et puis, il faut peut-être mettre en perspective l'excellent commentaire d'Adib et la référence à Carey Price. Au moment où nous enregistrons cette conversation, c'est exactement quelques heures après l'annonce du Canadien de Montréal que Carey Price quitte l'équipe pour au moins 30 jours pour aller chercher de l'aide dans le programme de l'Association des joueurs. Donc, je voulais mettre ça en contexte. Vas-y, Marc. Et tu fais très bien de le faire. Puis Adib, comme Pierre, vient de faire la nomenclature d'un premier sujet sérieux. Et après que tu te sois toi-même comparé à Carey Price, à quelqu'un qui faisait des miracles et à quelqu'un à l'approche fataliste, on va construire un sujet léger. Ça... Adib, t'as parlé abondamment de la diversité, puis j'ai le goût de t'en parler, absolument. Oui, Puis, on dit souvent, j'entends souvent que la journée où on n'aura plus besoin de faire état de la diversité à l'écran, dans la vie de tous nos jours, on sera rendu. Combien de travail est-ce qu'il reste à faire avant qu'on s'y rende? Ouf. Ah, j'ai vraiment aucune idée. Moi, je pense que le travail est... plus j'avance dans ma réflexion, puis c'est ce que je trouve très difficile avec ces sujets-là, c'est que moi, cette année, j'ai réalisé à mes dépens qu'il y avait une différence entre sensibiliser et légiférer. C'est deux choses complètement différentes. Je pense que quand les gens reconnaissent qu'il y a un problème dans la société, il faut écouter puis il faut entendre. Après, j'observe qu'est-ce qui se passe quand on rend les combats politiques. Ouais. Je pense que là, je pense qu'on n'est jamais préparé à reconnaître à quel point la politique peut s'emparer d'un enjeu social qui touche la vie des gens réellement et d'en faire un objet de levier de pouvoir. Un mot en ce moment. C'est un mot, c'est le mot systémique en ce moment. Oui, effectivement. Exactement. Puis là, moi, quand ça devient politique, ça m'intéresse pas parce que c'est pas mon domaine, la loi, la politique. Je connais pas ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que je viens du bas de l'échelle socio-économique québécoise. Moi, je suis issu d'un quartier populaire. Mon père était un chauffeur de taxi, puis ma mère elle travaillait dans un restaurant de Chichtaouk, OK? Puis j'ai gravi les échelons de la société à la sueur de mes efforts et de mes sacrifices. Et puis, en faisant ma route vers peut-être ce qu'on pourrait appeler des niveaux plus élevés de la hiérarchie artistique québécoise, j'observe les différences. J'observe le manque de ressources. J'observe que partout où je vais, les gens ont des problèmes. C'est pas les mêmes problèmes. Puis je pense que quand moi je parle de diversité, au final, je pense que je parle bien plus du fait que c'est important quand on est en haut de se demander comment ça se passe un peu plus bas, 2-3 étages plus bas. Parce que moi je viens de là. C'est juste pour ça, c'est pour se dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent à quel point il y a des ressources pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Puis c'est tout ce qui m'intéresse quand je prends parole par rapport à quelconque enjeu. Au final, je pense vraiment que ce qui est important, c'est qu'un être humain puisse avoir accès à son plein potentiel parce que la culture québécoise gagne. Puis après, que ce soit une question de diversité ou que ce soit d'autres enjeux, parce qu'il en existe plusieurs, tu sais, il y a un moment dans la vie où un être humain réalise, moi, je peux pas livrer tous les combats. Je peux pas aider tout le monde. Surtout, c'est impossible. Mais il y a des choses que toi, tu as vécues, que tu sais que tu vas avoir une écoute peut-être plus détaillée, plus attentive sur certains aspects d'un enjeu, parce que tu viens de là ou parce que tu l'as côtoyé beaucoup. Puis moi, je pense que c'est comment on peut mettre l'épaule à la roue sans commencer à faire de nos enjeux sociaux des enjeux politiques. Parce que pour être honnête, c'est pas que j'ai pas confiance aux politiciens, mais un politicien, il veut se faire élire. Et quand il veut se faire élire, il est obligé de stratégiser, je sais pas si le verbe existe, mais de stratégiser son travail
Et puis, les humains, on est aveugles à nos propres biais. Tu sais, on ne le sait pas, qu'est-ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin de mon épouse. Tu sais. On en a tous besoin. Exact. Je te regarde, Adib, présentement, comme nos internautes qui nous suivent ou ceux qui nous regardent sur différentes plateformes. Si je te montrais ma photo de diplômé des HEC, tu trouverais qu'on pourrait être deux frères. J'avais une bonne chevelure, j'avais une grosse barbe, moi aussi, quand j'étais étudiant au HEC. J'avais pas tout à fait le physique d'un étudiant au HEC. On veut voir ça. Ah ben, Tu laisses en parler, Elle mais... est où, cette photo? On non, veut laissez faire. Un jour, quand ça sera ma dernière émission, je la sortirai. Côte à côte avec Adib. OK, mais donc je vais en venir, Pierre- je fais un petit détour pour vous faire sourire. Voulais-tu vraiment être Pierre Houd quand tu étais enfant? Absolument. C'est vrai. Moi, c'était mon premier rêve, c'était de avoir ta job. Écoute, t'es pas le premier et t'es pas le dernier, je t'avertis, là. Je sais pas pour toi, mais moi, j'aurais bien plus de fun avec toi, Adib. Non. Il est exceptionnel, Pierre. Moi, je suis son plus grand fan, puis il le sait, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais moi, je pense qu'on vient à peu près du même endroit. Pierre, je pense que tu as vécu à Ville-Saint-Laurent. Je suis né à Ville-Saint-Laurent et j'ai passé beaucoup de temps parce que mes deux familles d'origine sont de Ville-Saint-Laurent, autant du côté maternel que paternel. Alors, c'est mon deuxième chez moi à Ville-Saint-Laurent, Adib. Ben c'est ça. Moi, je suis arrivé à Ville-Saint-Laurent à l'âge de 8 ans. Tu sais, nous, on a beaucoup déménagé entre l'âge de 0 et 8 ans. J'ai dû déménager plus que 10 fois. Puis une fois qu'on est arrivé à Ville-Saint-Laurent, c'est devenu ma maison. Et donc, même quand j'ai appris que tu venais de Ville-Saint-Laurent, ça me touchait encore plus. Parce que moi, quand j'étais jeune, le hockey, c'était ma porte d'entrée vers la culture québécoise. Quelqu'un qui est issu de l'immigration, écoute, je vous le dis, je ne sais pas si c'est la même expérience pour toutes les personnes issues de l'immigration. Je vous parle de ma propre expérience personnelle. Moi, je pense qu'il y a une confusion qui est totale quand tes parents, c'est des premières générations, puis ils comprennent pas où est-ce qu'ils sont, ils savent pas où est-ce qu'ils sont. Puis toi, en tant qu'enfant, tu vois que tes parents, ils comprennent pas, puis en plus, tu as tendance à arriver dans des quartiers où tout le monde vient de cet endroit-là. Donc, tu sais, c'est super important à comprendre que il y a des quartiers, par exemple, où c'est beaucoup de gens qui viennent de pays, par exemple, en guerre civile, qui ont fui des dictatures, des tyrannies, de la guerre. Ils se retrouvent tous au même endroit. Ça prend un certain nombre d'années avant que les parents peut-être apprennent la langue. Donc, il y a un état pour moi que je qualifierais aujourd'hui, à 33 ans, de confusion. Et puis, à un certain moment dans la vie d'un individu, c'est important de dire moi, je suis un Québécois. Moi, je suis un artiste québécois, puis je suis un Québécois. Mais ça m'a pris du temps. Puis ma porte d'entrée, c'était de comprendre la culture québécoise à travers le hockey. C'était comme ça que mes premières racines se sont faufilées dans le sol de la culture québécoise. Puis, à mon avis, en grande partie parce que j'étais absolument fasciné par la qualité et la beauté de la langue utilisée dans les commentaires sportifs. Je le dis très sincèrement, moi, il y avait des tournures de phrases ou des métaphores ou des images qui venaient me chercher et puis je ne savais pas à cette époque-là que j'étais obsédé par la langue française. C'est pas ma langue maternelle. C'est pas la langue qui est parlée à la maison. Mais dans le hockey, il y avait quelque chose, une élégance dans la manière de décrire le sport qui existe encore aujourd'hui. Les gars, je vous entends encore, puis je me dis, c'est quand même ironique que en grande partie dans la société, on dénigre le sport comme étant un endroit... j'entends souvent des gens vraiment rabaisser le sport. Comment ça se fait que le monde aime tellement ça, c'est leur vie, blabla. Mais quand tu zappes dans la télévision québécoise, un des derniers endroits où s'appliquer dans la manière de parler, c'est encore important, c'est dans le sport. C'est dans le sport. Puis moi, je suis autant un fan... Moi, je suis un fan de tous les registres de langue.
J'adore sacrer, puis j'adore... Nous autres aussi. Ouais, ça arrive aussi, des fois. Je me retiens tellement depuis le début, mais je veux pas, tu sais, je respecte l'institution RDS, je sais comment je veux pas sacrer, mais j'adore mal parler. Moi, c'est une de mes passions, tu sais. J'aime le langage de la rue, j'adore ça, puis peu importe lequel. Je trouve que tous les registres ont leur beauté, mais pas au détriment d'un autre. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est magnifique dans le hockey au Québec, et c'est le fait qu'il y a encore des gens qui s'appliquent à décrire le sport avec un niveau appliqué d'ingénierie au niveau de la langue. Je trouve c'est beau. Moi, je vois la langue comme justement, je reprends des exemples de Charpentier, là. D'après moi, elle a ta vraie passion. Ben, Elle dit bien quelque chose là-dedans. Là. Ouais, faut que tu viennes d'aller t'acheter des outils. Ah là. oui, ah oui, ah oui. Avoue-le. Non, mais tu sais, je vois vraiment les mots comme ça. Moi, comment on fait pour que ça se tienne bien, comment on fait pour déconstruire. Moi, je suis un fan de si on s'applique, on le fait bien, ou si on s'applique pas, on le fait bien. Tu sais, on va au bout de quelque chose, et puis quand à la maison, tes parents parlent pas nécessairement bien français, puis t'es dans une école où t'es dans une intégration au niveau de la langue, puis t'entends des mots comme lucarne, tu sais, dans la lucarne. Excuse-moi, il se passe, tu te poses des questions quand t'aimes la langue. J'ai jamais entendu ce mot-là. Jamais entendu escarmouche. J'ai jamais entendu. D'où ça vient, ces mots-là? On les entend pas dans la vie de tous les jours. C'est vrai quand même. Tu as tout à fait raison. Oui, et tu creuses après ça m'a poussé à aller lire dans le journal les articles sportifs parce que j'aimais beaucoup le Canadien. Je lisais les articles, puis je trouvais ça beau. Et là, j'ai commencé à m'appliquer à l'école, à l'écriture. Et j'ai une professeure qui m'a dit, Adib, toi, tu devrais écrire dans la vie. Tu sais, moi, je savais pas. C'est pas mes parents qui m'ont dit ça. C'est pas avec moi. Et puis cette professeure-là, elle s'appelle Marie-Claude Dumais. Elle a changé ma vie. Elle le sait. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Elle me laissait écrire des articles de sport en classe. Elle me laissait écrire, faire des travaux sur des articles de sport. Donc, tu sais. Elle a été incroyable pour moi parce qu'elle a vu que j'avais une passion pour le hockey et que c'était ma manière à moi de m'exprimer. Puis aujourd'hui, je fais de l'art grâce au hockey, à mon sens, parce que ça a été ma porte d'entrée vers ce que je considère ma maison puis ma culture. Donc, pour moi, c'est très important. Wow. J'apprécie pas quand évidemment, on a tous droit à notre opinion, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie quand les gens disent que le sport, c'est pas important. Je retire ce que j'ai dit. J'ai beaucoup plus de fun avec Pierre. Hey, moi, je voulais savoir, est-ce que tu utilises lucarne, enclave, escarmouche, comment dire ça, brasse camarade, rififi dans l'intimité avec madame, non? Non! Il est allé là. Ah non, il est allé là. Non. Non, mais c'est son genre de... Elle utilise des mots comme ça. Non, mais on s'amuse. On s'amuse vraiment on s'amuse avec la langue autant qu'on peut. C'est voilà. On est sur le sujet. Bravo. Hey, je pose la dernière question à tous nos invités. Ah oui, tu t'es fait piéger, mais solide, Adib. Il a patiné sans la rondelle, mais la tête trop basse. Adib, je pose toujours cette dernière question-là parce qu'on est quand même sur une plateforme de sport. S'il y avait un fantasme à toi réaliser, mais là, je parle de sport. Quel exploit sportif aimerais-tu réaliser? Un but gagnant en éliminatoire, une passe de toucher au football au Super Bowl, une médaille d'or en athlétisme, un but au soccer. Enfin, quel serait-il? Moi, là, si un jour je réussis à trouver une façon de créer un pont entre l'art et le sport à ma manière, entre le hockey plus précisément et l'art, et d'être impliqué. Ils m'ont offert il y a quelques années d'aller faire des entrevues au Centre Bell, des choses comme ça, puis je suis pas un journaliste,
j'ai pas les qualités autant au niveau de la personnalité qu'au niveau de la passion. J'ai pas les qualités pour faire ça, mais j'aime tellement le hockey. Les gens, ils comprennent pas à quel point. J'ai juste ça dans ma vie. Bon, Mais voyons! dans le fond, Mais voyons! Non, mais Il y a plein non, mais c'est d'affaires. parce que je sais, mais c'est parce que depuis que j'ai 8 ans que c'est dans ma vie, je sais pas si vous comprenez, comme, ça n'a jamais bougé. C'est la seule chose qui est stable dans ma vie, c'est le hockey. bon, donc autrement dit, Puis, donc, si je suis capable de concilier art et sport, et Canadien de Montréal, on va dire, un jour, je serais extrêmement heureux. Et sinon, je me contente parfaitement d'être un fan. Si je pouvais un jour donner une gourde à un joueur pour juste être à côté puis voir quelqu'un être heureux de marquer un but, ça me ferait plaisir. Je suis très heureux avec juste ces petits rêves-là, moi. Wow. bon, ben écoute, on parlait du rêve justement, mais j'aime beaucoup la façon dont tu ramènes la question qui est pas facile, là, parce que c'est difficile de choisir entre un exploit sportif plutôt qu'un autre. Adib, merci infiniment. Je pense qu'on a appris encore à tellement mieux te connaître. Il me semble, j'ai l'impression qu'on connaît mieux ta conjointe aussi. C'est vrai. C'est vraiment... On la salue. Oui. On la remercie, D'ailleurs- elle aussi. On la remercie d'avoir participé à la conversation sans y être. D'ailleurs, elle commence à être tannée de travailler dans le salon, fait qu'elle veut que je quitte le bureau. L'entrevue est finie, Ok, c'est correct. bye. C'est correct. Bye. Bye. Adib, tu peux débarrasser, il n'y a pas de problème. OK, c'est bon. Salut. Salut. Merci, tellement vraiment, gentil. merci. Ma parole est une Merci présentation de Subway où vous pouvez déjouer votre faim avec de délicieux repas fraîchement préparés et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway, mangez frais. Il y a des gens qui... on rit encore de notre conversation avec Adib. Il y a des gens qui disent que c'est une richesse, d'autres que ça déprime totalement d'avoir 4 saisons ici, chez nous. Exemple, mon père... Pas de poste de télé, là. Non, ben, ça Non, non. n'existe plus, c'est Ah, nouveau ok. maintenant. Bon, Marc, quand même, arrive en ville. Mon père, par exemple, déteste l'hiver, puis il s'en cache pas. Mais quand tu détestes l'hiver, Et tu pas- peux détester une partie du printemps et une partie de l'automne. Ben Tu comprends oui. ce que je veux dire? Tu Bon. détestes longtemps au Québec. Ouais. Voilà. Mais honnêtement, moi, je suis d'attitude contraire. J'adore les 4 saisons et j'adore particulièrement l'automne. Ah, l'automne. Est-ce que c'est ton coup de cœur aussi, Andréane? J'adore l'automne. Moi aussi, j'aime les 4 saisons. Je trouve que c'est une richesse qu'on a chez nous de pouvoir vivre de différentes choses à différents moments de l'année. Mais l'automne, il y a quelque chose de... Il fait encore beau. Les journées commencent à raccourcir, mais il fait encore beau, il fait encore chaud. La bouffe d'automne, Ah! Oh. les récoltes. Moi, je suis une maniaque de cuisine. Fait que la saison des récoltes, là, je fais des réserves. Je suis comme un écureuil. Ça me coûte pas cher en plus. Je suis une vieille cheap. C'est parfait pour moi. J'aime les marchés publics. Oui. Vraiment, le coup de chapeau Ouais. à nos maraîchers, Ah, à toutes ces personnes-là. Ouais, pour l'automne. Les vergers. Ah tout oui, ça. ah oui, ah oui. Je trouve que c'est une grande richesse. Est-ce que On tu est cueilles chanceux. toi-même? Pas cette année. Je suis allée en sous-traitance cette année. Il y a quelqu'un qui En sous-traitance, j'aime ça. je manquais de temps. Mais C'est oui, à chaque année, je remplis un de mes tiroirs de frigo de pommes d'ici, puis ça me dure pas si longtemps parce que j'en mange pas mal. Là. Mais oui, je cuisine beaucoup avec les produits d'ici. Je fais mes réserves. J'ai un congélateur de plus parce que de toute façon, pendant notre saison qui est complètement folle, d'avoir de la bonne bouffe maison, c'est le fun. Fait Toi, que- tu as vécu à Tampa notamment, Ouais. où il n'y en avait pas de 4 saisons. Il y a des saisons de pluie, des saisons de canicule, des saisons d'humidité, mais Mais c'est que l'été est insoutenable. c'est C'est L'été vrai. est C'est insoutenable. terrible. Les mois de juillet et août, c'est quasi invivable. J'aime 3 des 4 saisons. Je suis pas un gars de printemps. Je suis pas. Qui dit ça? Je suis pas un gars de printemps. Ça va pas assez vite. Les séries C'est sont mouillé. au printemps. Ouais, mais c'est justement, mais c'est je. pour moi, il n'a pas écouté Paul Piché, lui, quand il Je était suis là, non, mais moi, je suis pas heureux de printemps. Je suis pas heureux d'un printemps, effectivement. Qui dit Mais ça? Je suis pas un l'automne, gars non, de mais printemps. j'adore pour la nourriture, j'adore pour la température. Ouais. J'adore l'automne pour tout ce que cette saison-là représente. Puis il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a des gens qui viennent de très, très loin dans le monde pour voir nos couleurs. Ah, nos c'est automnes magnifique. Et Pierre, nos l'automne, régions. c'est le début du football. Ah, ben, hey, là, on dit. Ah, Comment tu lis dans mes pensées ben, comme je ça? commence à te connaître. C'est une belle saison de sport, l'automne. Ah, c'est extraordinaire, vraiment. Puis la F1 est encore en... Là, t'approches de la fin du championnat de Le F1. baseball. Série Le de baseball, les baseball. séries de championnat, le début du hockey. Bon, on règle ça. Marc n'est pas un gars de printemps, mais on est trois On est 3 personnes d'automne. 3 personnes d'automne. Ma parole.
Moi, je suis pas un gars de printemps. Qui dit ça? Moi? Je suis pas un gars de printemps. J'aime pas ça, le printemps. Ça dure 2 semaines. C'est trop long. C'est mouillé à terre. Ça sent mauvais quand ça dégèle. Puis, il fait pas encore beau. Wow. Il y a rien au printemps. Je vais te faire un t-shirt. Moi, je suis pas un gars de printemps. Ma parole.